Nous commençons cette vidéo par l'analyse exploratoire des données. Je rappelle que notre problématique de départ était de construire un modèle de machine learning capable de prédire si un client va se désabonner. Ceci permettra à l'entreprise de déployer des campagnes marketing vers les clients à haut risque de désabonnement et de leur proposer des offres pour les garder dans l'entreprise. Parce que le coût de fidélisation d'un client d'une entreprise est largement inférieur au coût d'acquisition d'un nouveau client. Donc, une entreprise cherchera toujours à fidéliser ses clients plutôt qu'à chercher à acquérir de nouveaux clients. Et nous allons aider l'entreprise de télécom, donc étant donné les informations sur cette problématique-là que nous avons eu de Kaggle, c'est une entreprise télécom qui a mis à disposition ce jeu de données. Nous allons l'aider à créer un modèle de machine learning pour résoudre cette problématique-là. Nous avons commencé notre projet par effectuer une ingestion des données. Donc, nous avons importé les données, nous avons fait quelques manips sans transformer les données, bien sûr. D'accord? Et nous avons fini cette phase d'ingestion de données en séparant nos données en trois ensembles: entraînement, validation et test. Et j'ai expliqué pourquoi je l'ai fait si tôt. Et parce que certains le font après le pré-traitement des données. Et c'est vraiment mauvais de faire ainsi. Pourquoi je l'ai fait? C'est à cause du phénomène qu'on appelle data leakage ou fuite des données en français. C'est un problème courant en apprentissage automatique qui se produit lorsqu'il y a une contamination de données entre l'ensemble de données d'entraînement et l'ensemble de tests. En d'autres termes, des informations de l'ensemble de données de tests se retrouvent accidentellement présentes dans l'ensemble de données d'entraînement, ce qui peut fausser les résultats de l'évaluation de votre modèle. Ce problème de fuite de données peut survenir de différentes manières. Par exemple, lorsque vous effectuez une normalisation, une transformation ou une imputation des données avant la séparation des ensembles des données en ensemble d'entraînement et de test. Ça va introduire un biais. Et ce biais fera que l'évaluation de vos modèles ne sera pas réaliste. Donc, c'est pour cela qu'il faut diviser préalablement vos données en données d'entraînement, de validation et de test avant de passer à autre chose. Et c'est ce que nous avions fait en enregistrant les trois ensembles de données sous format CSV dans un dossier nommé data. Dans cette vidéo, donc, nous allons commencer l'analyse exploratoire. Pour toujours éviter le problème de fuite de données, je fais une copie de mes données d'entraînement. Parce que je vais faire mon analyse exploratoire sur les données d'entraînement. Et parce que c'est les données d'entraînement qui vont me permettre d'entraîner les algorithmes. Donc, je dois effectivement voir comment elles se présentent pour avoir les informations sur quel type de pré-traitement je vais faire. Est-ce que j'ai des données manquantes? Est-ce que j'ai des variables qu'il faut encoder, etc., etc. Donc, ça, c'est une bonne pratique encore que vous venez d'apprendre. Vous faites votre analyse exploratoire en utilisant les données d'entraînement. Et non seulement les données d'entraînement, mais une copie de ces données d'entraînement pour ne pas avoir le risque de créer une fuite de données et de faire rentrer des biais dans vos données d'entraînement. Donc, je crée une copie de mes données d'entraînement. Et je pourrais utiliser cette copie-là pour faire tout ce que je veux comme analyse exploratoire. Je peux naturellement faire un résumé statistique de mes données. Donc, la méthode describe par défaut nous permet d'avoir le résumé statistique des variables quantitatives. Si je veux avoir le résumé statistique de toutes les variables, y compris les variables catégorielles, il y a une méthode que je peux ajouter, un argument plutôt, je pense include égale all, que je peux ajouter. Et il va considérer aussi les variables qualitatives. Mais vous voyez, il y a des NaN parce qu'il y a des paramètres statistiques qui ne pourront pas être calculés au niveau des variables qualitatives. Donc, je vais l'enlever. L'analyse exploratoire, selon moi, c'est un art. D'accord? C'est pour cela que tout le monde ne peut pas être data analyst aussi. Il y a des data scientists qui ne savent pas forcément faire une bonne analyse exploratoire, mais qui savent bien créer des modèles. Donc, chacun a son boulot, effectivement. Ici, notre analyse exploratoire consistera à visualiser uniquement les distributions des variables quantitatives à l'aide d'histogrammes et les variables qualitatives à l'aide du diagramme à barres. C'est la moindre des choses. Même si vous n'avez aucune idée, c'est ce qu'il faut commencer par faire.
Et ce faisant, en visualisant des histogrammes et en visualisant par exemple des diagrammes à barres, vous allez avoir peut-être une inspiration sur d'autres types de graphiques que vous pouvez construire pour mieux explorer vos données. On va aussi construire une carte de corrélation afin d'analyser les relations entre la variable cible et les autres variables. Donc, si je veux créer des variables, des histogrammes pour les variables quantitatives et des diagrammes à barres pour les variables qualitatives, la première chose à faire, c'est de séparer ces deux types de colonnes, donc colonne quantitative et variable qualitative. Ça peut se faire avec ce code-là. Donc, j'ai comme variable quantitative, j'en ai 4, y compris la variable cible. Et comme variable qualitative, j'en ai plusieurs. Gender, partner, phone service, etc. Pour réaliser mes histogrammes, je fais une boucle for. J'utilise la méthode hist de Pandas tout simplement. Et j'affiche mes histogrammes. Donc, ça va prendre un peu de temps pour les tracer. Voilà, j'ai mes histogrammes. Donc, je vois la distribution de mes variables, y compris la variable cible. Ici, on sait que c'est une variable binaire. Donc, voilà la raison pour laquelle cela s'affiche ainsi. Et je trace maintenant un diagramme à barres en utilisant Seaborn et la méthode constplot. Donc là, j'ai mes diagrammes à barres. Donc, je vais analyser quelques-uns. Par exemple, la variable gender qui indique le genre. Je vois que j'ai pratiquement le même nombre de clients hommes et de clients femmes. Et ceci, c'est quand même très intéressant sur ce jeu de données. Ça peut ne pas être réaliste, d'accord? Mais il s'est fait que dans ce jeu de données, on a un nombre égal de clients que de clientes. Et ça peut faire que lors de l'inspection éthique, parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup en milieu académique. En milieu professionnel, non seulement votre modèle doit être bien du point de vue d'une certaine métrique que vous voulez optimiser, une métrique business par exemple, mais aussi votre modèle doit être éthique. Ils ne doivent pas faire de différence entre les hommes et les femmes par exemple. D'accord? Le modèle, si c'est un modèle de crédit scoring par exemple, il ne faut pas que votre modèle ait tendance à accorder les crédits uniquement aux hommes plutôt qu'aux femmes. Ou bien le contraire, uniquement aux femmes plutôt qu'aux hommes. Le modèle ne doit pas être discriminatoire. Donc, il y a beaucoup de façons d'explorer ces étapes-là que nous n'allons pas voir ici, bien sûr, mais je vous le dis parce que ça ne se dit pas trop en milieu académique. Donc, ici, quand même, nous avons un jeu de données équilibré entre les hommes et les femmes, c'est bien. Vous avez aussi le diagramme de bas partenaires, ça veut dire ceux qui ont de partenaires ou pas, ceux qui peut-être sont mariés ou pas, je pense. Et vous avez phone service, vous avez internet service. C'est une entreprise de télécom, donc ceux qui ont la fibre optique, ceux qui n'ont pas du tout l'internet, qui ont juste peut-être un abonnement téléphonique, et ceux qui ont la DSL. Vous avez quelle variable aussi je peux commenter? Streaming TV, ceux qui ont la TV en streaming, ceux qui n'en ont pas, etc., etc. Il y a une variable qui est intéressante, le type, la méthode de paiement, donc les chèques électroniques, la carte de crédit, donc pour un paiement automatique, les transferts bancaires, etc., etc. Donc, tout ça, ça peut vous aider à vraiment avoir une idée de votre jeu de données. D'accord? Maintenant, ce que je veux analyser. Petite parenthèse, je rappelle que ce jeu de données a déjà fait l'objet d'une formation exhaustive au niveau de cette chaîne YouTube. Cette formation se retrouve dans la playlist Customation. Vous pouvez aller la regarder pour ceux qui sont intéressés. J'ai bien analysé les données à ce niveau, une analyse vraiment approfondie et j'ai aussi construit un modèle dont vous pouvez aussi aller voir. Ici, je me concentre vraiment sur les bonnes pratiques à adopter parce que nous visions le déploiement en production. Donc, dès le début du projet, il faut déjà adopter de bonnes règles et de bonnes façons de faire. Ici, nous avons le diagramme à barres de la variable total charge. Total charge, si vous regardez, donc je vais afficher total charge ici. Donc, train copy, total charge. Si j'affiche cette variable, regardez, c'est des variables, c'est des nombres. Ce sont des nombres. OK? Mais Pandas, je le considère comme objet. Donc, Pandas me dit que c'est une variable qualitative. Or, moi, je vois bel et bien qu'il s'agit de nombres réels. Et c'est pour cela que le diagramme à barres est
tellement bizarre. Parce qu'il s'est retrouvé dans les variables qualitatives. Or, il n'en est pas une. La variable total charge est normalement une variable numérique. Si Panda l'a considérée comme étant de type catégorie, c'est parce qu'il y a certainement au moins une valeur non numérique au niveau de cette variable. Il faut comprendre la chose. Lorsque vous avez une valeur non numérique et que même, supposons que vous avez 1000 valeurs au total dans votre colonne et que vous avez une seule valeur qui est non numérique, alors Pandas va considérer toute cette variable-là comme qualitative. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a au moins une valeur non numérique parmi tout ça. Comment on va le savoir? Nous avons 4930 observations. On ne peut pas se mettre à inspecter chacune de ces valeurs-là. Donc, on va devoir quand même régler ce problème parce qu'en réalité, cette variable doit être considérée comme variable numérique. Et c'est très important pour le traitement, le pré-traitement de nos données avant de les passer en modélisation. Il faut qu'on sache régler ça. D'abord, je vais construire une matrice de corrélation. Donc, avant de le faire, je construis le tableau de corrélation de Pearson. Ça se fait avec la méthode CORE. Et je lui dis de me considérer uniquement les variables numériques, ce qui a été fait. Et je peux construire ma carte de corrélation. Ça se fait très bien, pas de souci. Donc là, j'ai ma table de corrélation. Je peux faire les analyses que je veux. Maintenant, je viens au niveau du pré-traitement des données. L'analyse exploratoire que nous venons de faire nous a révélé certaines choses, notamment au niveau de la variable total charge, qu'il y avait un problème au niveau de cette variable. Et ce problème, c'est au niveau des données d'entraînement, puisque nous avons fait notre analyse exploratoire avec les données d'entraînement. Mais ça peut être le reflet aussi de nos données de test et de validation. Donc, il faut prendre les précautions pour le régler. Pour que, quand le modèle sera déployé en production, il pourrait rencontrer ce problème-là avec des données, d'accord, pour qu'il sache se comporter et pour qu'il puisse nous faire une inférence. Il ne faut pas qu'un jour on se réveille dans l'entreprise et que voilà, le modèle ne marche plus. Alors que le modèle est censé être intégré dans une application business. Donc si ça ne marche plus, ça veut dire que l'entreprise est en train de perdre de l'argent en ce moment. OK? Donc nous allons veiller à cela. Nous allons d'abord essayer de voir ce qui se passe au niveau de cette variable. Pour ce faire, je vais essayer de forcer la transformation numérique la conversion numérique de cette variable. Et si vous voulez convertir des valeurs de type objet en numérique, ça va résulter en une erreur. La seule façon de réussir cette conversion-là, c'est de lui dire de forcer. Et quand il va forcer, toutes les valeurs qui ne pourront pas être converties vont résulter en une valeur manquante. Et c'est ce que nous allons faire. Je fais le forçage et maintenant je vais compter le nombre de valeurs manquantes que ça m'a généré. Quand j'exécute, je trouve 8. Donc, ça veut dire qu'au niveau de total charge, là, il y a 8 valeurs qui n'ont pas pu être transformées en numérique. Donc, ça veut dire que ce sont 8 valeurs non numériques. Alors, je sais, ce sont 8 valeurs non numériques, mais je ne sais pas encore quelles sont ces valeurs-là. À quoi elles ressemblent. Est-ce que c'est des A? Est-ce que c'est des points d'interrogation? Parce qu'il faut savoir que dans les données réelles, vous pouvez avoir beaucoup de choses. D'accord? Si vous avez des données qui proviennent, par exemple, des capteurs sur un site, parfois, le capteur ne marche pas. Et si le capteur ne marche pas, ça vous envoie peut-être des points d'interrogation seulement comme valeur. OK? Il faut pouvoir gérer ça. Moi, je vais essayer de retrouver ces 8-là. Je vais les retrouver. Donc, je vais faire une filtration en considérant les lignes où j'ai les valeurs manquantes au niveau de total charge que je viens de créer. Donc, cela va me créer une data frame. Donc, je vous montre d'abord. Si j'exécute ça, j'ai une data frame. On est d'accord. Et j'ai 8 lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Et au niveau de ces 8 lignes, je vais voir total charge, c'est quoi en fait? Je ne vois rien au niveau de total charge. Donc, ça veut dire qu'en réalité, au niveau de total charge, il y a des espaces. D'accord? Il y a des espaces. C'est ça qui créait le problème. Espace, c'est considéré comme un caractère dans Python. L'espace, c'est un caractère. Donc, c'est pour ça que Pandas a considéré que la variable total charge était de type object. Donc, je vais précisément sélectionner la colonne total charge et faire le unique de cette colonne pour voir. Regardez, je vois effectivement que j'ai des espaces. Donc, ce sont les espaces qui causaient problème au niveau de cette variable. Donc, ça veut dire que dans mon pipeline de pré-traitement, je dois gérer ça. Alors, j'ai parlé de pipeline de pré-traitement. Il y a certaines personnes peut-être qui ne connaissent pas ce qu'on appelle pipeline. Et pour vraiment faire de l'ingénierie machine learning, pour faire des MLOps, vous devez déjà avoir quand même une certaine compréhension du machine learning. Vous devez déjà avoir une certaine expérience en machine learning. On ne devient pas machine learning ingénieur du jour au lendemain. On ne devient pas machine learning ingénieur quand on sort
de l'école. Il faut de l'expérience parce que c'est des postes vraiment qui demandent beaucoup de compétences. C'est un poste qui demande beaucoup de compétences et c'est pour cela quand moi j'ai scruté, et ça c'est une petite parenthèse, lorsque j'ai scruté un peu les offres d'emploi de post machine learning, c'est 3 ans, 5 ans et voire plus d'années d'expérience qu'on demande. Mais toutefois, si vous vous sentez capable, vous pouvez postuler et avoir votre chance de travailler en tant que machine learning ingénieur. C'est pour vous dire que vous devez au moins connaître le concept de pipeline. Le pipeline que nous allons créer va nous permettre en effet de pouvoir avoir un objet et dans cet objet-là, cet objet pourra gérer le problème au niveau des variables numériques, gérer le problème au niveau des variables catégorielles. Donc, prendre des données brutes en entrée et sortir des données bien nettoyées qui sont en bon format pour nos algorithmes de machine learning. C'est ça qu'on veut créer comme pipeline de pré-traitement. Parce que votre modèle en production va rencontrer des données brutes. Ce n'est pas lorsqu'on va vouloir créer une inférence que vous manuellement vous allez gérer, vous allez pré-traiter l'observation et pour pouvoir la faire passer au modèle. Qui dit déploiement dit travail en automatique. Le modèle il travaille en automatique dans le système. Vous ne touchez à rien. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on va construire un pipeline qui va être capable de prendre des données brutes en entrée et de générer des données de sortie qui sont propres et qui pourront être passées à nos algorithmes de machine learning. Nous allons créer une fonction pour régler le problème de la colonne total charge. Donc, j'ai créé une fonction que j'appelle convert total charge qui prend en argument une data frame que j'ai nommée is. D'accord? Donc, je peux mettre un petit commentaire. Is. Et l'une des bonnes pratiques que nous allons apprendre par la suite, c'est quand nous serons en train d'écrire notre code sous format script, il faut documenter vos fonctions. C'est très important. On ne peut pas écrire des fonctions nues comme ça. Ici, nous sommes en environnement de recherche. Dans un notebook, on fait de la recherche. D'accord? Donc, on peut se permettre d'écrire n'importe quoi. Bon, pas trop quand même. D'accord? Mais si vous voulez déployer un script en production, vous devez bien l'écrire parce que il va arriver que c'est vous qui allez prochainement l'utiliser. Donc, il faut penser à votre futur vous. OK? Et ceux qui travaillent, ceux qui codent, ils savent de quoi je parle. Parfois, vous avez codé quelque chose il y a 1 an ou bien 6 mois. Vous retombez dessus et vous ne comprenez même pas votre propre code. C'est dangereux. Donc, il faut mettre de la documentation au niveau de vos fonctions et surtout pour vos collègues qui vont utiliser votre code parce qu'on travaille en équipe, en entreprise. Donc, j'ai créé une fonction. La fonction, elle est toute simple. Dans ma fonction, je vais faire une copie de cette data frame là pour ne pas prendre le risque de gâter les choses. Je fais une copie. Je dis que la colonne total charge, je vais forcer sa conversion numérique. D'accord? Et toutes les valeurs qui ne pourront pas être converties seront transformées en valeurs manquantes. Et je retourne un tableau NumPy en faisant z.value. Z, c'est une data frame. Quand je fais .value, ça me donne un truc là, un tableau NumPy. Donc, petit exemple, quand je fais par exemple train copy.values, regardez, j'ai bel et bien un tableau NumPy. Je n'ai plus une data frame. OK? Pourquoi je retourne z.value? Parce que naturellement, le pipeline transforme une data frame en un tableau NumPy. Donc, il faut que ma fonction aussi fasse de même. Le pipeline de pré-traitement que vous devez construire va comporter 4 étapes principales. Une étape pour convertir la variable total charge en variable numérique. Une étape pour gérer les valeurs manquantes de la variable total charge parce que la conversion va générer des valeurs manquantes. OK? Donc, il faut pouvoir faire l'imputation au niveau de ces valeurs manquantes-là. Une étape pour standardiser les variables indépendantes numériques. Donc, au niveau de notre donnée d'entraînement, je remets pour qu'on voit un peu. Regardez les variables numériques. Vous avez par exemple Senior Citizen 0, 1, voilà, tenue 53. Elles ne sont pas à la même échelle. Elles ne sont pas à la même échelle. Vous avez mon fichage 92, 100, c'est de l'ordre de 100. Total charge 4000, 6000. Donc, les variables numériques même ne sont pas à la même échelle. Donc, il faut les standardiser, les mettre à la même échelle. Donc, il faut une étape pour ça. Et il faut une étape maintenant pour encoder les variables indépendantes qualitatives. Parce que dans scikit-learn, qui est la librairie que nous allons utiliser pour former nos modèles, les variables catégorielles, les algorithmes n'acceptent pas les variables catégorielles comme ça, avec des lettres, des mots. Les algorithmes de scikit-learn acceptent uniquement des chiffres.
Donc, ça veut dire que vous devez transformer ces variables catégorielles-là en des variables numériques. Et donc, votre pipeline de pré-traitement aussi doit considérer cela. Donc, 4 étapes que nous allons gérer au niveau de notre pipeline de pré-traitement. OK, donc ça suppose que je vais alors scinder mes colonnes en deux listes, d'accord? Il y aura ma liste des variables indépendantes numériques et ma liste des variables indépendantes qualitatives. Et c'est ce que j'ai fait. Souvenez-vous qu'on avait créé une liste count calls. Count calls, c'était ça, d'accord? Et je sais que ma variable cible, c'est churn. Donc, elle ne peut plus être variable indépendante. C'est elle la variable cible, c'est elle qu'on veut prédire. Donc, mes variables indépendantes numériques, c'est cette liste-là, cette liste moins la dernière colonne qui est churn, donc tout ce code-là. Maintenant, plus total charge. N'oubliez pas que total charge va être réglée. Elle va être convertie en numérique. Donc, elle deviendra d'office une variable numérique. Donc, il faut que je la considère aussi comme variable numérique indépendante. Donc, c'est pour ça que je fais plus total charge. Et quand j'exécute ça, regardez, j'ai ma liste de variables indépendantes numériques. Et je fais de même pour les variables catégorielles. Donc, rappelez-vous, on avait créé la liste 4 calls. C'était tout ça, 4 calls. Okay? Et il y avait total charge en dernière position. Sachant que total charge est numérique, il faut que je l'enlève. Donc, les variables indépendantes catégorielles seront cette liste-là moins total charge. D'où ce code-là. Voilà. Donc, j'ai mes variables, mes features catégorielles. Maintenant, passons maintenant à la création du pipeline. Donc, j'utilise la fonction pipeline de scikit-learn. Elle est très simple. J'ai mes étapes. Le pipeline de transformation des variables indépendantes numériques. Il comporte 3 étapes. Une étape de conversion. Donc, regardez, j'utilise la fonction transformer. Fonction transformer vous permet en fait de transformer une fonction, d'accord, n'importe quelle fonction, en un transformateur. Et donc, on pourra lui appliquer la méthode fit et transform. C'est très important. Et ça, sûrement, vous ne le rencontrez pas d'habitude dans vos projets académiques. Mais il peut arriver que quand vous avez regardé tous les transformateurs au niveau de scikit-learn, surtout le module pré-processing, vous ne voyez pas vraiment le transformateur qui va vous aider à régler votre problème au niveau de vos données. Si tel est le cas, vous devez vous-même créer votre propre fonction. Et c'est ce que nous, on a fait. On a créé une fonction qui s'appelle convert total charge qui permet de régler le problème de la variable total charge. Mais cette fonction n'est pas un transformateur. Pour le mettre dans une étape de pipeline, il faut le transformer en transformateur et c'est ce qu'on fait avec la fonction transformer. Deuxième étape, imputation des valeurs manquantes. Ici, je fais une imputation des valeurs manquantes et je vais la faire pour toutes les valeurs numériques. Sachant que je n'aurai que les valeurs manquantes au niveau de la variable total charge, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mon modèle peut rencontrer en production des variables numériques, d'autres variables numériques autres que la variable total charge qui présentent des valeurs manquantes. Et comme ça, elle pourra gérer ça en faisant une imputation par la médiane. Et en dernière position, maintenant, je fais une standardisation. D'accord? Ça, c'était le pipeline de pré-traitement des variables indépendantes numériques. Au niveau des variables indépendantes qualitatives, j'ai une seule étape à faire, l'encodage. Donc, je fais un one-hot encoding, c'est ce qu'on appelle un encodage à chaud. Dans mes précédentes vidéos sur le machine learning, j'ai à plusieurs reprises expliqué ça. Pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi un encodage à chaud, franchement, Google est là. Aujourd'hui, vous avez encore ChatGPT, vous pouvez lui demander. Donc, c'est très simple. Il suffit de regarder la documentation de scikit-learn et voir ce que cet algorithme fait. C'est totalement simple. Elle va vous, en fait, créer à partir de vos modalités, elle va vous créer des colonnes. D'accord? C'est très simple. Je mets les paramètres space output false, un autre, il ignore parce que il peut arriver qu'en production, de nouvelles modalités s'ajoutent, on ne sait jamais. Donc, pour gérer ça, c'est pour ça qu'on met cet argument-là. Pardon. Et pour finir, je vais combiner tout. Je vais combiner ces deux pré-traitements-là, ces deux pipelines de pré-traitement en un seul. Je le fais avec la fonction colonne transformer, donc je mets les deux dedans. Et finalement, j'obtiens mon pipeline de pré-traitement. Convert total charge. Apparemment, j'ai oublié de l'exécuter dans la fonction. Ouais, cette fonction. Je reviens et j'exécute.
Voilà, donc j'ai mon pipeline de pré-traitement qui est présenté là. Je vais le présenter sous format image et vous allez voir. Donc, il est très simple. Donc, vous avez un pipeline. Pour les valeurs numériques, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appliquer d'abord une fonction transformer, un simple inputter, une standard scaler. Et pour les valeurs catégories, elle va faire un one-hot encoding. Elle combine le tout comme ça et l'applique à vos données. Donc, vous prenez une data frame en entrée, une data frame brute, et vous sortez des données totalement nettoyées. Passons à la phase de modélisation maintenant.